Bonjour à tous et bienvenue sur Afro Diaspora Média. Je m'appelle Meijamo Guicho. Aujourd'hui, nous abordons des sujets cruciaux pour la République démocratique du Congo, en particulier à travers les prismes de la visite de M. Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ici au Canada. Nous allons parler de ces rencontres avec la diaspora congolaise, des réactions qu'ils ont suscitées, mais aussi on va toucher sur la situation sécuritaire et les défis constitutionnels. Alors, pour décrypter ces enjeux, nous recevons un observateur privilégié de cette dynamique. Il est étudiant en sciences politiques ici au Canada. Il est analyste politique, mais aussi il est vice-président du réseau des étudiants congolais ici au Canada. Mesdames et messieurs, c'est avec privilège que je reçois sur ce plateau M. Ben Ebanda. M. Ben Ebanda, bonjour. Bonjour, monsieur Meijamo Guicho. Comment vous allez? Grâce sur grâce, le Seigneur nous soutient, le Seigneur nous donne la force. Tout Très va bien. bien. Je vais d'abord signaler une chose. Vous avez dit que vous êtes étudiant en sciences politiques ici au Canada. Oui, oui. Vous étudiez à Montréal ou bien ici à Vancouver? Non, j'étudie ici à Vancouver. Vancouver. Oui, oui. Mais on a toujours tendance à croire que tous les francophones sont à Montréal et puis les anglophones ici à Vancouver. Bon, c'est comme vous le dites, on a toujours dit, ce sont des liaisons dit. Mhm. Et si nous sommes là, il faut aussi balayer ces stéréotypes-là que tous les francophones ne vivent que du côté francophone du Canada. Oui, les gens pensaient que les Quinois ont tendance à aller à Montréal, Québec, Québec. mais les gens qui viennent de l'Afrique du Sud, les Nigériens, sont ici à Vancouver. Oui, mais c'est, comme je dis, c'est un stéréotype qu'il faut élaguer. La preuve, je suis congolais, Kino, mais j'étudie ici à Vancouver en anglais. Wow. Maintenant, quelles sont vos observations pour le studio? En tout cas, je suis très content déjà d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Mhm. Et je suis très, très, très flatté d'être ici. Et je remarque le travail que vous êtes en train de faire. En tout cas, coup de chapeau. Mhm. Et continuez comme ça. C'est vraiment difficile de fois de voir des Congolais qui organisent ce genre de choses. Mais je suis très flatté d'être là et ça encourage beaucoup d'autres jeunes Congolais à voir plus loin. Très bien. Oui. Bon, aujourd'hui, Ben, je sais que prochainement, peut-être tu vas nous donner encore la chance de parler sur ta vie spirituelle. Ok. Je connais très bien, bon, pas seulement je connais très bien, je vous ai déjà vu prêcher Mhm. et donc je vous ai déjà vu en action. Oui, oui. En action, mais aujourd'hui, c'est réservé sur la politique. Ok. Et donc, parlons de la politique et autre chose sur le Congo, mais prochainement, donnez-nous encore l'occasion, s'il vous plaît, de parler sur la spiritualité Mhm. et autre chose qui regarde un peu les ministères. Je suis là. Anytime. 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 Très bien. Parlons maintenant de notre première question. Mhm. Quel était l'objectif principal de visite de M. Patrick Mouyaya, selon vous? Alors, merci déjà pour la question. Mhm. Premièrement, là, si je peux commencer comme ça, la visite de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement était déjà une visite vraiment plus scientifique. OK. Parce qu'il a répondu à l'invitation donnée par le Centre de recherche sur les conflits de l'Université Saint-Paul. OK. C'est vraiment un cadre scientifique. Il est venu répondre à cette invitation. Mm. Et la question primordiale était de discuter sur les 30 ans ou les plus de 3 décennies Mm. des guerres que nous avons au niveau de la République démocratique du Congo. Et il est venu apporter certains éclaircissements par rapport à cela. Très bien, mais on parle ici de visite, mais il faut aussi parler de l'accueil. Ah oui. Comment était l'accueil? Je pense que la communauté congolaise de la région de la capitale, que dirige un monsieur que je connais, monsieur Raymond Kashiba, Ouais. a très bien accueilli le ministre de la Communication. Mm. Et ça peut même se voir que c'était déjà une visite tant attendue parce que ça a suscité beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de Congolais qui sont venus Ouais. lors de cette conférence dite
scientifique, parce qu'il n'est pas venu dans un cadre, entre guillemets, politique, même si, tant bien même que c'est un homme d'État, et partout il va, il représente le pays. Mais vous allez constater avec moi que plusieurs Congolais se sont déplacés pour venir répondre à cette invitation lors de cette conférence scientifique. OK. Et puis, les questions, parlant des questions qui ont été abordées, quelle était votre analyse? Les gens d'abord qui ont posé des questions, est-ce que vous pensez que nous, ils étaient vraiment mieux informés ou soit ils avaient cette capacité-là? Je pense que, vous savez, c'est une conférence scientifique. Il y a certains qui viennent poser des questions pour avoir des réponses. Il y a certains aussi qui viennent avec des questions. Mais ils ont déjà des réponses. Donc, ils viennent pour vous piéger, entre guillemets. Mais je pense qu'avec déjà, si vous pouvez regarder même cette vidéo-là, j'ai pu remarquer qu'il y a eu des Congolais qui sont venus avec le cœur d'avoir des bonnes réponses. Certains étaient là, ils savaient de quoi ils parlaient, parce que le problème du Congo nous touche tous étant que fils du pays. Même s'il y a des zones d'ombre, mais du mieux que nous pouvons faire, nous compatissons avec nos frères de l'Est. Et quand nous voyons un représentant, il est bien porte-parole du gouvernement, venir au Canada, c'est une occasion pour la population congolaise de la diaspora de venir poser des questions. Et je pense qu'il y a eu des très bonnes questions, notamment, je pense que on va continuer plus tard. Il y a eu des très bonnes questions, notamment sur la question de l'identité congolaise. Et vous allez voir que les personnes qui ont posé ces questions, ce sont des personnes qui s'y connaissaient à la matière. Ce n'étaient pas des ignorants. Ce n'étaient pas des ignorants, Mais vous parlez des gens qui ont posé des questions. Effectivement. Parlons un peu du système canadien. Est-ce que ça a permis vraiment à tout Congolais d'aller atteindre ces meetings? Parce que vous connaissez qu'ici, Caillou, à la maison, Caillou, la maison, et puis surtout que tout le monde ne vit pas à Ottawa. Le système canadien, si je dois parler de ma propre expérience en termes des conférences, parce que ce n'était pas la première conférence, même si je n'ai pas assisté, mais j'ai vu de la participation, il y avait des confrères qui étaient présents, les membres du réseau des étudiants congolais au Canada, notamment le président des étudiants de l'Université Laval, que je cite, M. Daniel Moussumbu, et son secrétaire particulier qui est M. Joanne Mbelou. Ils étaient présents lors de cette conférence. Mais je veux dire que la participation était bonne parce que, vous savez, lors de ces genres d'activités, personnellement, je pense que nous regardons l'impact de la conférence lorsque nous regardons le quota des jeunes réunis. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Et j'ai vu la participation des jeunes venir poser des questions cruciales. Ils n'étaient pas là seulement pour regarder, mais ils sont venus vraiment participer. Et il n'y avait pas seulement des jeunes, il y avait des papas, des mamans, des professeurs d'université qui se sont déplacés pour venir assister à cette conférence. Et je peux dire, peut-être que certains n'ont pas eu l'occasion de venir parce que c'était à Ottawa. Il y a ceux qui vivent à Montréal, il y a d'autres qui vivent au niveau de, je sais pas moi, de Vancouver, etc. Mais ceux qui avaient la possibilité de venir étaient présents et la salle était pleine. Très bien. Bon, mais Ben, parlons un peu des types de réponses qui ont été données par les ministres. On a parlé des questions. Beaucoup de gens qui étaient dans la salle n'étaient pas des politiques. Ça, on doit connaître. Mais maintenant, ils avaient affaire à un homme politique. Bien évidemment. Maintenant, selon vous, vous connaissez très bien la politique. Vous êtes... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu la démagogie quelque part? Oui, parce que les politiciens ont toujours des réponses. Quel type de réponse? mais c'est un homme politique, c'est un homme d'État. Il ne peut pas rester bouche bée devant les gens. Il doit donner une réponse. Je connais la personne très bien. C'est le ministre de la Communication. Il est porte-parole du gouvernement. Et, moi, je pense que déjà, premièrement, je connais le ministre étant que ministre. Tout le monde le connaît. Mais cette conférence... Vous connaissez aussi son éloquence? Oui, je connais. Il est très, très éloquent. Mais la conférence m'a permis de pouvoir comprendre que ce n'est pas seulement un perroquet qui parle, mais il y a un cerveau derrière. Et personnellement, moi, j'ai été vraiment satisfait par les réponses. Je ne sais pas, je ne peux pas parler pour tout le monde. Tout le monde. Personnellement, étant qu'analyste politique et étudiant en sciences politiques, il a très bien répondu
à toutes les questions qui ont été posées. Je pense qu'il n'a pas laissé de zone d'ombre. Vous pouvez même aller regarder sur Top Congo FM. Je pense que l'interview est là. Oui. Et je pense qu'il a satisfait tout le monde. Bah, bêter le coup de Maboko. Ok. Oui, oui. Bah, Congolais, bah, c'est lui qui déjà allé l'hôtel, mais bah, bêter Maboko pour répondre à ma question. Mais attends un peu, Ben. Pouvez-vous préciser que vous n'êtes pas là avec une petite couleur, disons, pas Kijalelo. Oui, oui. Kijalelo, ça, là, ça sort un peu du contexte. Du contexte, oui. Mais un peu parti politique comme ça, quelque chose comme ça, comme fanatique de Patrick Muyaya. C'est comme si vous les connaissez très bien. Vous avez déjà même les noms de tout le monde qui l'entoure, les gens qui l'ont réussi ici. Pouvez-vous préciser ici qu'ici, on ne fait pas du fanatisme des ministres? Écoutez, ouais. je dois être sincère avec vous. Oui. Je ne connais... Amenez un peu les micros vers vous. Je ne connais pas le... Où est la caméra? La caméra est là. Oui, oui. Je ne connais pas le ministre, ni d'Adam, ni de Ève. Mais c'est... Comment je peux dire? C'est un responsable chez nous. C'est quelqu'un qui porte l'étendard de la République, vous savez. Ouais. Et j'ai pas de parti politique. Hein. Je suis étudiant en sciences politiques et je suis analyste politique. J'aime mon pays. Mais vous êtes aussi président. Oui, mais je suis président d'une grande structure. Mais c'est une ASBL. Ce n'est pas une entité politique. Mais ça englobe les jeunes congolais. Mais oui, nous sommes apolitiques. Vous savez, le problème, si nous regardons le prisme de la jeunesse sur le point de vue politique, c'est ça qui crée la division. Okay. Vous voyez, c'est ça qui crée la séparation. Parce que nous ne pouvons pas, peut-être, Medja est là, mais il n'a pas les mêmes convictions politiques que moi. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Nous ne portons pas les mêmes idéaux politiques. Mais nous sommes tous Congolais. Ce qui nous réunit, c'est la mère patrie. Vous savez. Et il faut parfois, aller au-dessus du prisme des partis politiques. Réfléchissons Congolais, réfléchissons le Congo. Parce que c'est le Congo qui nous réunit. Sans Congo, il n'y a pas de parti politique. Ça, c'est vrai. Voilà. Vous avez raison. Sans le Congo, il n'y a pas le FCC. Sans le Congo, il n'y a pas le PPRD. Il n'y a pas l'UDPS. Vous voyez. Je vais vous donner un exemple. Le parti MPR n'existe plus. Il n'est plus actif comme avant. Parce qu'il n'y a plus des airs. Oui, mais la République est là. Vous voyez un peu. Okay. Nous devons regarder les choses d'une autre façon. Je suis vice-président d'une structure, d'une ASBED qui rassemble les étudiants congolais. Pas les étudiants de l'UDPS, pas les étudiants, je ne sais pas moi de quel parti, mais les étudiants congolais au Canada. Si on dit aujourd'hui que nous marchons contre, disons par exemple, le gouvernement fait quelque chose et on se décide de marcher contre ça, en tant que Congolais, Ben se présente ou bien il dit non? Non, mais tout dépend de la question. Ouais. Parce que, vous savez, je suis Congolais. Le gouvernement congolais, je peux dire le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Si aujourd'hui, je vois que les choses par exemple, il vote une loi que peut-être que je n'adhère pas. Changement de la Constitution. Bon, le changement de la Constitution, moi, je suis pour. Ah, là, vous êtes pour. Oui, le changement de la Constitution, je suis pour. Mais s'il faut, il y a d'autres questions, je ne sais pas moi quoi, sur d'autres, si on doit amener une stigmatisation au niveau de la République, je ne suis pas pour. S'il faut marcher, il faut marcher. Vous savez, les marches sont utilisées ici comme des contributions des masses. Vous voyez, afin d'accélérer un processus ou d'exprimer un mécontentement. Mais je ne me vois pas personnellement assister à une marche où je sais que je suis pour la chose, pourquoi je vais assister. Si c'est pour l'intérêt de la nation, s'il faut marcher, nous allons marcher. Ouais. Ben, je vais ouvrir une parenthèse. Je vous amène à nous donner 2 points, 2 seulement, qui vous poussent à être pour les changements de la Constitution. 2 seulement, vous n'avez pas besoin d'aller à 3. Je vais donner le premier point. Vous savez, la question par exemple, de l'identité congolaise. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite illustration. La première ministre est venue au Canada l'an passé. Et elle a été reçue par l'ambassadeur. Les questions qui revenaient, la plupart, c'était sur l'identité congolaise. Parce que nous avons beaucoup de Congolais, des compatriotes congolais, qui sont arrivés au Canada, qui sont arrivés, je ne sais pas moi, dans quel pays de la diaspora, mais qui pensent revenir. Vous parlez de la nationalité. Je parle de la nationalité. Oui, très bien. Je parle de la nationalité. Et vous voyez ces personnes qui sont venues, par exemple, ici au Canada, ils ont acquis la nationalité congolaise, mais ne peuvent plus... La nationalité canadienne plutôt, mais
ne peuvent plus Hmm. aller au Congo Hmm. et investir. Sans visa surtout, ouais. Vous voyez? Ouais. Nous devons revoir ce problème-là de la nationalité congolaise. Je suis Ok. congolais, Hmm. mais si on peut revoir ce côté-là, donner l'opportunité à cette population de la diaspora Hmm. de pouvoir, même s'ils sont à l'étranger, de pouvoir toujours penser à leur pays, leur donner la possibilité de revenir construire chez eux. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je parlais vite fait des élections. Je sais que ça va susciter beaucoup de controverses, mais permettez-moi de le dire. Dans un pays sérieux, Ouais. nous ne pouvons pas dépenser des milliards tous les 5 ans pour organiser des élections. Ok. Dans un pays sérieux, un pays comme le nôtre, un pays en guerre, Ouais. nous ne pouvons pas dépenser des milliards. Regardez le budget de la CENI de 2011 à 2018, c'est aberrant. Ok. C'est aberrant. Nous ne pouvons pas dépenser des milliards et des milliards de dollars pour organiser les élections. Et là, vous pensez à quoi? Il faut réduire ou bien Je, juste ne pas organiser des élections? Non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas organiser les élections. Ouais. Mais je pense qu'il faut plutôt réfléchir comme il y a une proposition de loi, réfléchir à organiser les élections d'une manière, disons, en termes de décennies, ou un mandat non renouvelable de 8 ans, par exemple. Ça permet au gouvernement de pouvoir s'organiser et d'organiser les fonds autrement. Parce que si chaque 5 ans, nous devons dépenser 5-6 milliards de dollars pour organiser, vous savez, la République démocratique du Congo, excusez-moi, n'est pas le Togo. C'est 2 millions, plus de 2 millions, plus déjà de 100 millions d'habitants. Ouais. Et c'est un territoire national de 2 millions et quelques kilomètres carrés. Et on ne peut pas vouloir dépenser 5, 10, 20 milliards de dollars américains tous les 5 ans pour organiser des élections. Okay. Même toi, tu seras d'accord avec moi. Bon, non, je ne dis pas que je suis d'accord avec toi. Je ne serai pas d'accord avec toi. C'est ça. Mais pourquoi tu ne seras pas d'accord avec moi? Non. Je suis là pour les questions. Monsieur Ben, les réponses vous appartiennent. Okay. Ici, vous dites qu'il ne faut pas dépenser beaucoup de millions pour organiser des élections. Vous proposez 8 ans ou 10 ans. Oui. Et donnez-nous un peu d'exemples. Quel pays vous pensez qui a évolué avec 8 ans de mandat? Si nous devons... En fait, c'est ça qui est en train de nous... Ou bien c'est la Chine, peut-être? Non, en fait, je ne vais pas prendre les exemples des pays, parce que c'est ça qui est en train de nous tuer. Ok. Parce que nous voulons comparer les situations. La République démocratique du Congo n'est pas l'Algérie. Ok. La République démocratique du Congo n'est pas le Ghana. La République démocratique du Congo n'est pas le Nigeria. Un pays qui est en guerre. Est-ce que vous savez qu'en République démocratique du Congo, nous avons eu le nombre de quotas de morts que nous avons eu équivaut à la guerre mondiale? Ok. C'est plus de 10 millions de morts, plus de 3 décennies de guerre. Citez-moi un pays qui a plus de 3 décennies de guerre. Vous voyez que déjà sur ce concept-là, c'est difficile de comparer. Si nous voulons faire bien les choses, faisons les choses à notre manière. Ok. Faisons les choses à notre manière. Faisons les choses en fonction de notre peuple. Ça, c'est un domaine économique. Ne nous comparons pas à d'autres pays. La République démocratique du Congo n'est pas ces autres pays. Nous avons nos propres problèmes. Alors, si nous pensons, et si nous pouvons les démontrer, que 8 ans, on peut réduire les élections au lieu de un mandat renouvelable une fois, on peut les réduire à 8 ans. Démontrons ça. Et si la population congolaise est d'accord, on peut y aller. Parce que moi, je pense que personnellement, nous devons arrêter avec ce truc de pouvoir se comparer à d'autres nations africaines, donner des exemples. Non, faisons les choses comme nous voulons, démontrons à la population congolaise que cette initiative est la bonne parce qu'il y aura telle retombée, telle retombée, telle retombée. Ouais. Et s'il arrive qu'on vote, on a un mandat de 8 ans ou 10 ans, et on se retrouve avec un incompétent, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais... on lui laisse le temps, il a 10 ans et il règne. C'est déjà ça la question. Parce que comment ça, vous allez voter un incompétent à la tête de la nation? Mais les sentiments, les gens votent par sentiment toujours. C'est ça maintenant qu'il faut faire. Là maintenant, il faut faire l'éveil patriotique. Que tout Congolais est capable vraiment de voter. C'est là maintenant il faut faire l'éveil patriotique. Rêver la conscience du peuple congolais. On ne doit plus voter en fonction de c'est un frère de ma tribu.
Qu'est-ce qu'il propose? Je vais vous donner un exemple. La République démocratique du Congo, il y a ce qu'on appelle la théorie des rôles en relations internationales. Okay. La théorie des rôles, c'est quoi? C'est un pays qui se décide quel rôle il veut jouer dans la région. Nous sommes en Afrique centrale. Quel rôle il veut jouer en Afrique. Quel rôle il veut jouer dans le monde. Très bien. En 2019, le Parti communiste chinois s'est réuni et le premier ministre Xi Jinping dit qu'il est impossible qu'en 2049, que la Chine ne soit pas première puissance mondiale. Vous voyez le cap? Ils se sont dit que si maintenant, en 2020, en 2019, comme c'était en 2019, on est encore en train de douter sur la possibilité qu'a la Chine d'être première puissance mondiale, en 2049, on ne doit plus avoir ces débats-là. Et je veux vous ramener. Un président qui veut devenir président chez nous, au Congo, doit nous présenter, il doit nous fixer quel rôle nous voulons jouer en Afrique centrale, quel rôle nous voulons jouer en Afrique, quel rôle nous voulons jouer dans le monde. Et c'est sur base de ça qu'on peut voter un bon président. Parce qu'on se rend compte qu'on vote les gens en fonction d'appartenance, en fonction des tribus, en fonction de tout ce genre de choses, mais ça ne mène à rien. Il faut voter quelqu'un qui... Un président, c'est un leader. Un président, c'est quelqu'un qui nous montre le cap. Ouais. Vous voyez un peu? Et je pense que si on fait cet éveil patriotique-là, si on réveille la conscience de Congolais de pouvoir voter en fonction de ces choses, je pense qu'on n'aura pas d'incompétents. Ils doivent vous fixer par des campagnes électorales. Donc, on parle de la démagogie encore. Non, je ne parle pas de campagne électorale, je parle... Mais comment vous allez savoir, vous allez détecter qu'il est compétent? Mais il faut présenter... Il n'a jamais été aux affaires. Non, mais il faut présenter un projet, il faut présenter un plan d'action. Je vous donne un exemple. Je me permets de prendre un autre exemple. Parce que la politique que nous faisons, ce n'est pas notre système politique. Nous copions ce système politique. Récemment, il y a eu les élections aux États-Unis. Ouais. Les présidents ont présenté. Oui. Mais vous avez vu ce qu'il a amené, là où il a amené les États-Unis. Non, mais... On est en guerre. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour les intérêts des Américains. Il n'est pas président du monde, il est président des Américains. Êtes-vous sûr? Non, mais c'est que... En fait, ça, c'est un autre débat. Ou bien là, maintenant, on fait la politique. Non, ça, si on veut entrer là-bas, c'est un autre débat. Mais si vous regardez, en aucun cas, le président des États-Unis d'Amérique va prioriser ici l'intérêt de notre peuple qu'est les Américains. Ouais. Il est le président des États-Unis d'Amérique. Si vous êtes président du Congo, vous êtes président des Congolais. Si vous devez, je ne sais pas moi, chasser des personnes du pays pour protéger l'intérêt de la population congolaise, vous devez le faire parce que vous êtes président président de la République démocratique du Congo. Très bien. Tout simplement. Il faut présenter, par exemple, pour les élections, il faut présenter un plan d'action. Et je pense que il faut adopter cela. On doit avoir un tête-à-tête avec les candidats. Ils doivent venir nous prouver. Ce n'est pas seulement la campagne dans les provinces. Non, vous venez à la télé, vous nous prouvez. Très bien. Mesdames et messieurs, si vous pensez que Ben doit encore aller fouiner sur la relation qu'a Donald Trump avec l'Israël, écrivez ça dans les commentaires. Écrivez-nous et nous allons, comme il dit que ce que Trump fait là-bas, c'est pour l'intérêt des Américains. Écrivez-nous. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Ben, rentrons encore à Ottawa. OK. J'ai vu les gens manifester. Vous parlez ici des Congolais qui sont venus poser des questions, mais ce n'était pas seulement des questions orales. On a vu aussi des questions, des manifestations. Okay. Il y a eu des Congolais, bon, je ne vais pas parler des communautés seulement ici, disons, on a vu des Congolais en dehors manifester contre l'arrivée du ministre. Vous savez, je veux essayer un peu peut-être même reprendre la réponse du ministre. Ouais. La République démocratique du Congo est composée de plus de 450 ethnies. Vous voyez? On nous a dit à l'école primaire qu'il y avait 4 peuples au Congo, si je ne me trompe pas. On avait les Bantous, on a les Nilotiques, les Soudanais, les Pygmées et les Bantous, si je ne me trompe pas. Ouais. Les quatre peuples que nous avons. Et la République démocratique du Congo a plus de 450 ethnies.
Cette communauté qui est venue manifester était venue pour manifester étant une communauté, entre guillemets, minoritaire. Oh, c'est entre guillemets, ok. Entre guillemets, minoritaire. Parce qu'il n'y a pas, dans un pays à 450 ethnies, comment ça vous fait dire qu'une tribu est minoritaire et l'autre est majoritaire? Je donne par exemple un exemple. Moi, je suis né d'une mère qui est Mongo, mais elle est aussi un peu Luba. Et je suis né d'un père Pakabete. Vous connaissez les Pakabete? Non. Voilà. Les Pakabete, c'est une ethnie entre les Ngwaka et les Ngwandi. Ah, ok. Je connais quand même les Ngwandi. Yeah. Tu vois? Ouais. Mais tu ne connais pas les Pakabete. Non. Je peux me lever un bon matin et dire que nous sommes minoritaires. Ah ouais. Nous devons quitter ce prisme-là de regarder la nation sur les prismes de communauté et sur les prismes des tribus. Parce que ça, là, ça nous sépare. Au lieu que ça nous mette ensemble, ça nous sépare. Regardons-nous sur les prismes des Congolais. Il n'y a pas de communauté minoritaire au Congo. Nous sommes tous minoritaires. Ouais. Dans un pays où il y a plus de 450 ethnies, nous sommes tous minoritaires. Il n'y a pas de majoritaire. Ouais. Et nous devons, le ministre l'a bien dit, nous devons quitter ce prisme-là de communauté minoritaire. D'ailleurs, même cette communauté qui se fait appeler minoritaire, ils ont à la présidence un conseiller spécial du chef de l'État. Comment ça, ils vont être minoritaires? Vraiment. Ils sont représentés partout au Congo, ils sont représentés au Parlement, ils sont représentés même au niveau de la présidence. Ils sont même à Goma aussi. Ils sont partout. Comment ça, ils sont minoritaires? Oui. Vous voyez? Et c'est ça qu'on doit changer. Nous devons quitter ce prisme-là de dire que nous avons des communautés minoritaires chez nous. Nous n'avons pas de communauté minoritaire. Nous sommes tous Congolais. Si on doit regarder dans ce prisme-là, c'est que nous sommes tous minoritaires. Bon, maintenant, Ben, les voyants manifester au lieu d'entrer pour poser des questions. J'ai une question à vous poser. Pensez-vous que les Banyamulenge sont Congolais, selon vous? Selon moi, ouais. Souvenez-vous de Genève 2019, le président de la République, je pense que c'est Genève, il a dit que les Banyamulenge étaient les Congolais. Et ça, le président n'est pas vous? Hein? Non, je vais arriver. Vous arrivez, ok. Je vais arriver. Quand le président dit que les Banyamulenge sont des Congolais, il ne le dit pas d'une manière abusive. Ok. Que dit notre Constitution? Que tous les peuples, ou toute personne, tout groupe ethnique, toute communauté, je préfère maintenant utiliser communauté pour qu'ils puissent comprendre, qui se retrouvent en RDC lors de l'indépendance, c'est-à-dire le 30 juin 1960, ils sont d'office congolais. Très bien. Et donc, si nous devons regarder la question sur ce prisme-là, oui, ils sont congolais. Mais la question que moi je me pose, si eux sont congolais, ils se disent congolais, parce que notre constitution le dit, parce que moi je ne peux pas dire des choses. Ah, ils se disent et la constitution le dit. Non, mais c'est ça maintenant il faut comprendre. Ouais. Ils se disent congolais. Ouais. La constitution dit ceci. La constitution affirme leur thèse. Mais pourquoi ils doivent marcher? Mais on a vu des Congolais, des Congolais même en Belgique qui marchent. Mais c'est ça, pourquoi ils doivent marcher? Si notre constitution dit, leur redonne, ou disons leur revendique cette nationalité congolaise, pourquoi ils doivent marcher? Il y a eu même d'autres ils étaient dans la salle, ils ont posé des questions à son excellence, monsieur le ministre de la Communication. Notamment la question sur, entre guillemets, les communautés minoritaires. Et vous avez vu comment le ministre a répondu à cette question-là. Alors, pour conclure, oui. Ben, les Banyamulenge sont Congolais, oui ou non? Si je dois me référer à ce que la Constitution dit, les Banyamulenge sont des Congolais. Non. Laissons, si je dois ou... Non, mais... Ben, les Banyamulenge sont Congolais, oui ou non? C'est juste oui ou non. Vous m'avez présenté ici comme étudiant en sciences politiques. Oui. Je vous répondrai... Ma parole n'est pas plus forte que la Constitution nationale. Vous répondez en politique. De notre pays. Je vous réponds en politique. Très bien, mesdames et messieurs, on continue avec l'émission d'aujourd'hui. Ça va chauffer. Je vous assure que ça va chauffer. Ben, parlons maintenant de visite, ou de la visite de M. Mouyaya ici au Canada. Qu'est-ce que vous pensez que Mouyaya pourrait encore dire, ce qu'il n'a pas encore dit? Même quand il est à Boussolo dans la politique, il est chez Jean-Marie Kassamba, il est top Congo. Est-ce que ce n'est pas juste une répétition de ce qu'il dit qu'il est venu dire encore ici? Si vous suivez quand même la conférence. La conférence. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau?
qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Si je peux répondre à cette question, vous m'avez Ouais. présenté aussi comme prédicateur de la parole. Ouais. Même si ce n'est pas cette facette-là que je vais utiliser aujourd'hui. Ouais. Mais permettez-moi d'utiliser cet exemple. Pour la vérité, n'est-ce pas? Pour la vérité. Ouais. La parole que nous écoutons tous les jours, Ouais. est-ce la même chose ou est-ce qu'elle change? Parler de la parole de Dieu? La parole de Dieu. La parole qui est écrite. Elle est Ouais. vérité, non? Mhm. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, le pasteur a prêché la vérité. Demain, il vient prêcher l'amour. Le lendemain, il prêche l'amour. Mhm. Est-ce qu'il se répète ou il prêche la vérité? Tout dépend. Non, Ouais. je pense qu'il prêche la vérité. OK. Et le travail du ministre, je pense que c'est d'ailleurs à féliciter. Mm. Nous sommes en guerre. Nous nous battons contre des personnes Ouais. qui font vilipender Mm. des fausses informations. Mm. Aujourd'hui, nous avons un venin sur les réseaux sociaux parce que tout le monde a la possibilité de pouvoir faire une vidéo et de la lancer, de vilipender des fausses informations. Et si le ministre de la Communication Mm. passe dans plusieurs médias Mm. pour répéter la même chose, ça veut dire qu'il répète la vérité. Il faut élaguer tous ces mensonges, Très bien. réinstaurer la vérité. Mm. Et lui, comme étant ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, OK. il est dans son plein droit de pouvoir même passer dans plus de 100 plateaux de télévision pour redire la vérité. Je pense que c'est un travail qu'il faut applaudir parce que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Tout ce qu'il a dit, nous connaissons cela. Mais peut-être que sa parole change notre perception de la compréhension de ce qu'il dit. Peut-être, je donne un exemple, tu m'informes, si je n'étais pas informé, tu m'informes la mort de Willy Ngoma. Je peux douter. OK. Je peux douter. Tu peux être journaliste, mais je peux douter. Tu peux douter, ouais. Mais si je suis chez moi au salon, je mets RTNC et c'est le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, ou porte-parole du gouvernement, qui nous informe, ou même les médias internationaux qui nous informent la mort de Willy Ngoma. Ça change. Ça change, oui. Pourquoi? Parce qu'il est la bouche autorisée du gouvernement. Et si le ministre se permet de pouvoir revenir au Canada pour nous parler de ces choses, c'est que c'est la vérité. OK. Et c'est un message qu'il lance à la jeunesse. Il a même dit que aujourd'hui, le gouvernement congolais est en train de faire de son mieux. Le gouvernement congolais, par les biais de ses services, notamment ils travaillent sur la vision du chef de l'État, font de leur mieux pour nous sortir de cette situation. Si ils n'arrivent pas, au moins ils auront pu tracer un chemin que nous, la prochaine génération, que nous devons suivre pour nous sortir de cette situation. Très bien. Vous avez parlé de la prochaine génération, c'est-à-dire à la jeunesse. Oui. Tout en restant dans le même contexte, comment vous percevez les rôles de la jeunesse congolaise ici au Canada? Est-ce que nous avons vraiment de l'impact? Ou bien nous y vivons seulement, bon, on est là, c'est fini? Quand vous parlez du Canada, vous parlez de seulement Vancouver ou vous parlez du Canada? Du Canada, on est partout. Alors, si je dois vous répondre, ouais. Avant que je devienne président des étudiants congolais, parce que, qu'on se le dise, à Vancouver, il y a une faible concentration de la population congolaise, parce que c'est un côté anglophone. Ouais. Si vous allez de l'autre côté du Canada, là, c'est... vous allez voir... C'est à Matongé. Vous allez voir, il y a cette forte concentration de la population congolaise, notre diaspora. Ouais. Et la jeunesse ne dort pas. OK. La jeunesse ne dort pas. La jeunesse, je suis la preuve que la jeunesse congolaise de la diaspora au Canada n'est pas en train de dormir. Parce que si on se dit, comme d'autres jeunes d'ailleurs, makama politique, on a tout kotangote, tout ça la marumnabiso, na Canada, na sisi kotanga, na zumwa job moroboye, mutuka, na Bali et tout ça là. Mais notre pays, c'est notre pays. Quand Israël est en train de partir en déportation, Israël arrive en Babylone. Israël n'oublie pas son pays. Je suis ici pour les études, mais je ne peux pas oublier mon pays. Très bien. Et la jeunesse de la diaspora n'est pas en train de dormir. Et c'est un message même que je suis en train de lancer à tous les jeunes Congolais qui sont au Canada. Lèvons-nous, parce que la République démocratique du Congo est notre héritage.
C'est notre terre que nous avons reçue de l'Éternel. Et personne ne pourra nous l'arracher. Si nous allons nous battre pour garder ce pays uni, nous allons le faire parce que c'est notre richesse. Nous sommes des Boaz, des gens qui ne laissent pas leur héritage aux gens. Et vous allez voir même que cette jeunesse n'est pas en train de dormir. Notamment, il y a multiplication des forums, multiplication des concepts, multiplication ici des panels où vous voyez les jeunes sont actifs, les jeunes parlent de leur pays. Monsieur Ben, j'ai une question à vous poser. Oui. Connaissant bien la jeunesse, vous en tant que vice-président, oui. Vous avez un grand poste. Oui. Et je sais que vous évitez un peu la comparaison avec d'autres pays, mais permettez un peu. OK. Connaissant la jeunesse nigériane, les Algériens, les Marocains, parlons aussi les Indiens, on va comparer un peu avec la jeunesse congolaise. Okay. Est-ce que vous pensez vraiment que scientifiquement, les Congolais qui vivent ici, surtout les jeunes, étudient ou bien ils sont venus ici à la recherche de Jésus? Ils sont dans des églises, vous avez... Ils sont dans des églises et quelque part, ils sont aussi dans des cailloux. Dans des cailloux, OK. Est-ce que vous pensez vraiment que les Congolais s'intéressent vraiment à la science, à, disons, l'éducation? Merci déjà pour la question. Je dirais que la jeunesse de notre pays est intéressée à la science. Comparativement? Non, oui, même comparativement à notre pays. Indiens? Mais il faut nous demander, nous on étudie avec les Indiens. Il faut nous demander, nous on étudie avec les Indiens. On vit aussi avec eux. On vit aussi avec eux. Ces gens-là, je peux me permettre de le dire, sur le point de vue de la science, ici, je parle d'autres sciences, ne nous dépassent en rien. OK. Ne nous dépassent en rien. Je vais vous donner les statistiques du réseau des étudiants congolais au Canada, des nombres d'étudiants qui étudient au Canada, je peux vous le donner. OK. Mais comme vous avez dit, certains étudiants qui entrent dans les cailloux, certains étudiants qui arrêtent les études, mais il faut savoir les raisons pour lesquelles les étudiants... À la recherche de Jésus. Non. La preuve, je suis prédicateur de l'évangile. Mais ça fait 3 ans que je suis au Canada et j'ai 2 diplômes déjà. Oui. Très bien. Tu vois? Très bien. J'ai 2 diplômes déjà. Un diplôme en théologie, l'autre à... Je n'ai même pas encore fait la théologie. Oh, OK, très bien. Je n'ai même pas encore la théologie. OK. J'ai un certificat en gestion d'événements. OK. J'ai un certificat en gestion d'événements et j'ai un certificat en droit international. OK, très bien. J'ai déjà 2 diplômes. Et là, je suis en train encore d'étudier. Et quand je finis, je ne vais pas m'arrêter. Là, il faut que je continue. OK. Si je suis ici, prenez-moi comme un échantillon de toute la jeunesse congolaise ici au Canada. Parce que les problèmes de la jeunesse, étant que vice-président, je les connais. Bandeko, la Kanyama Bongo Boy. On dirait que nous, on ne vit pas au Canada. Non, mais Ben vit. Non. Pourquoi je dis ça? Les problèmes de la jeunesse, je connais. Le problème de la jeunesse congolaise. Ce qui fait que les étudiants, si je peux même vous montrer des exemples, c'est pas parce qu'ils le veulent, mais les conjonctures. Quelqu'un qui arrive ici au Canada, par exemple, il arrive à Montréal pour attendre la classe. Ses parents sont obligés de payer ses études. Ils payent la première année, la première session à l'université, par exemple, de Montréal, $16,000. 16 000 et bimi à fouti classe à Banyokota. Deuxième session, son père a un problème. Parce que ce sont des problèmes similaires. Hein. OK. Ce sont des problèmes similaires. La plupart des communautés que tu viens de citer ici... Ils ont des backups. Non, ils obtiennent même des bourses d'études. De leur pays. Ils obtiennent des bourses d'études ici au Canada. Que nous n'avons pas. Que nous n'avons pas. Pourquoi? Pour faute d'information. C'est pourquoi même le réseau des étudiants congolais existe. Mais comment quelqu'un qui s'intéresse à la science a faute d'information? Non, en fait, l'information n'est pas question de la science. L'information, ce n'est pas question de la science. Okay. Nous tous, nous avons besoin d'information. Même le chef de l'État, il a besoin d'information. C'est pourquoi ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. OK. Tu vois? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Nous tous, nous avons besoin d'une information. Même toi, tu as besoin d'une information. Mais moi, j'ai besoin d'une information que je peux soutirer chez toi. Si tu ne me donnes pas cette information, la plupart, je donne un exemple, la communauté indienne, quand ils arrivent ici au Canada, ils trouvent leur communauté assise.
vous voyez, les Indiens ne sont pas dans les gauches-droites. Les Indiens trouvent la communauté, je donne un exemple à Vancouver, ils trouvent qu'il y a, la communauté est assise et il a des informations déjà même avant d'arriver. Même les Chinois, oui. Même les Chinois. Oui. Si je vous donne un exemple, on a commune à Canada, information nous sommes dans un angoté. N'a que tâtonner, en tâtonnant, et ça lit que dans une mois expérience. Et par le réseau des étudiants congolais, quand mes frères viennent, je dis, que ça la beauté, ne fais pas ça, fais ça. C'est un ajout. Voilà maintenant le problème de la communauté congolaise. Quand nos étudiants arrivent ici, ils ne trouvent pas de communauté assise. Je donne un exemple, la communauté de Vancouver. Ils ne trouvent pas de communauté assise. Ce qui fait que une personne, en fait, l'information te donne une vitesse. Quand tu n'as pas l'information, tu vas stagner. Très bien. Tu vois? Et toutes ces communautés-là, ils ont des informations que nous n'avons pas. Et d'où le but de créer ce réseau. Ce réseau a été créé en 2024, fin 2024. D'aider nos frères. Le réseau, ça ne veut pas dire que j'ai la solution. J'ai l'information qui peut t'aider à avoir la solution. Très bien. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants congolais ont obtenu des bourses. Est-ce que vous savez que par le biais de l'ambassade, notre ambassade, vous pouvez avoir des bourses d'études? Toi, tu ne le sais pas. Beaucoup d'étudiants ont souffert, mais notre ambassade était là. Là, vous parlez des bourses qui sont données à leurs enfants. Hein? Non, je vous parle. Laissez-moi même l'occasion de vous parler de notre ambassadeur, M. Joska Kabong. Ok. Ce papa-là a aidé beaucoup d'étudiants à avoir des bourses ici au Canada. Beaucoup d'étudiants ont pleuré. Beaucoup d'étudiants n'ont pas étudié parce qu'ils ne savaient pas qu'à l'ambassade, on donnait des bourses d'études. Vous parlez de cet ambassadeur qui s'est présenté au Matanga d'Alexandre. Oui, Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas? Mais qu'il n'était même pas au courant? Non. Si on doit entrer dans le concept... Non, on ne va pas y entrer. Peut-être prochainement. Peut-être prochainement. Si vous voulez m'appeler pour qu'on parle de ce problème, on va parler. Je ne veux pas qu'on se perde. Pour qu'on ne se perde pas, moi, je vous assure que l'ambassadeur de notre pays ici au Congo est informé. Parce qu'il est notre représentant. Il est là pour nous. Quand nous avons voulu créer les réseaux des étudiants congolais au Canada, je me suis rendu personnellement voir notre ambassadeur. Parce que on ne peut pas créer une structure sans que lui soit informé. Vous voyez? Très bien. Ce qui nous manque aujourd'hui, peut-être, c'est... Lui, il est ambassadeur, il n'est pas étudiant. Quand il y a un problème, allez vers lui. Tu vois ce qui nous manque aussi? Yo un problème na yo, bomba na quoi na yo bande na zanzambeta. Ben, pour finir cette partie-là, parce qu'on ne va pas y rester pour longtemps, vous avez parlé des privilèges qu'ont les Indiens par rapport aux Congolais, les informations et autre chose. Maintenant, nous avons un cas de 2 enfants ici. Ok. On a Jacob et on a... Et qui c'est là? Isaac. Le frère de la Bible. Je prends comme exemple. Ok. Jacob et Esaü. L'un et Esaü, oui. L'un est privilégié par rapport à l'autre. Disons, un enfant indien qui vient de son pays, il a des bourses, il est bien informé, il arrive ici, il y a une communauté indienne qui est vraiment bien structurée. Et nous parlons d'un Congolais qui arrive ici, c'est comme si c'est au Sofia, in England. Au Sofia, in England, il ne sait même pas où aller, il est perdu. Maintenant, qui a étudié? Qui étudie par rapport à l'autre? C'est lui qui est venu et tout est préparé pour lui. Il est à l'université, il finit. Ou bien c'est lui qui arrive ici, faute d'informations, il se retrouve dans les cailloux. Maintenant, qui a étudié? Vous avez dit ici que les Congolais étudient beaucoup que les Indiens. Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas utilisé ce superlatif-là de dire qu'ils étudient beaucoup. Je suis juste en train de... Il y a quand même... Il y a des étudiants. Ok. En fait, comme je viens de le dire, je peux encore le redire, vous n'allez pas comparer un étudiant congolais qui arrive étudier au Canada avec un étudiant canadien au Canada. Ça, oui. Vous ne pouvez pas les comparer. De la même façon que quand ces jeunes arrivent ici, c'est un problème d'information. Je vous donne un exemple. Tu as parlé de Jacob et Esaü. Oui. Qui a eu la bénédiction? Jacob. Pourquoi il a eu la bénédiction?
Sa maman. Oui. Ouais. Mais vous allez voir que Ésaü, de son côté, s'est aussi battu. Pour tuer son frère. Non, non, il s'est battu. La preuve, la preuve, c'est que, ma Bible, la preuve, c'est quand Jacob revient pour voir son frère n'est pas pauvre. Ouais. Son frère n'est pas pauvre. Et la preuve, son frère est travailleur. Pendant que Jacob reste auprès de sa maman, c'est son frère qui va chasser. Très bien. Tu vois? Maintenant, oui. Je vais finir. Je ne suis pas pour cela parce que c'est un problème. C'est un problème qu'il faut régler. Faut régler, oui. Voilà pourquoi il y a des structures comme les réseaux des étudiants congolais au Canada. Il y en a plusieurs. Quand vous avez, c'est pourquoi je lance un message, tu es étudiant congolais, vous avez des problèmes. Certains même, je connais des étudiants qui sont venus ici, il est tombé malade à Koti hôpital pendant plus de 6 mois. Il y a des cas comme ça. Un étudiant là, vous n'allez pas comparer son cas. Vous voyez, c'est un problème qu'il faut régler, mais il y a aussi des Congolais qu'il faut encourager, qui continuent d'étudier, qui n'ont pas arrêté les études. Ouais. Ils sont venus pour étudier. Je connais des étudiants qui sont venus ici, ils ont étudié, ils ont fini, ils sont à la résidence, ils sont maintenant canadiens. Et il faut encourager ces jeunes étudiants. Ces étudiants qui vont montrer le chemin à d'autres étudiants qui vont arriver. Bon, mais pour ceux-là qui ne savaient pas qu'il y a une structure, toute une structure dont vous êtes le vice-président, pouvez-vous passer un message et leur dire pourquoi cette émission aujourd'hui, c'est importante pour eux, afin qu'ils puissent quand même avoir la conscience que non, je ne savais pas que ces histoires ici, moi-même, je ne savais pas que l'ambassade du Congo donnait des opportunités aux étudiants. Voilà. Et je savais que l'ambassade m'a fait ça opportunité na politicien. C'est ça que je pensais. Mais pouvez-vous passer un petit message avant qu'on aille dans autre chose aux Congolais, aux jeunes Congolais qui nous suivent à ce moment ici, que nous voilà, il y a toute une structure bien construite, reconnue par l'ambassade et qui peut vous aider à vous éclaircir sur ce qui concerne les bourses et autre chose, qui peut vous aider ici. Alors, c'est un message que je lance à tous les étudiants, mon frère. Mes frères et sœurs, vous êtes venus pour étudier ici au Canada. Ouais. Le réseau des étudiants congolais n'est pas la réponse. Ça, c'est ce que je vais préciser. Nous ne donnons pas des bourses parce que nous-mêmes, nous sommes étudiants. Nous ne donnons pas, je ne sais pas moi, de l'argent. Non. Mais les réseaux des étudiants congolais vous donnent accès à l'information. Qu'un étudiant, en fait, vous devez retenir aussi que celui qui donne cette information-là est aussi étudiant. Oui. C'est l'information donnée par un étudiant pour aider un autre étudiant. Vous êtes, je ne sais pas moi dans quelle province, et vous voulez faire partie de ce réseau pour vous aider et aider vos compatriotes congolais. Le réseau des étudiants congolais au Canada vous tend les mains et nous vous accueillons à bras ouverts. Voilà un peu le message que je peux envoyer à tous ces étudiants. Très bien, merci beaucoup pour ces messages. Mais maintenant, Ben, passons un peu à la Constitution, juste un peu. Okay. On a parlé, vous avez donné une petite opinion, mais parlons un peu en général. Les débats sur la Constitution, comment vous pensez que ça profite les Congolais? Je sais que vous avez un peu touché, mais comment vous pensez que ça profite la jeunesse congolaise qui vit, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Goma ou disons ici au Canada, selon vous, en tant que jeune? Pour répondre à cette question, oui. J'aimerais un peu qu'on quitte ce prisme-là de regarder la Constitution, parce qu'il faut savoir que la Constitution est le symbole de notre démocratie. Très bien. Ouais. Nous devons quitter ce prisme-là de regarder la Constitution comme étant l'élément que les politiciens utilisent pour arriver à leur fin. Nous sommes jeunes, nous sommes Congolais. Regardons la Constitution comme la réponse. En fait, la Constitution est la loi likomi. Si nous pensons, nous jugeons, parce que la Constitution congolaise est de 89 pages, si je ne me trompe pas, et il y a beaucoup d'alinéas, je l'ai même dans mon téléphone, je n'ai pas envie de lire. Si nous jugeons qu'un paragraphe, un paragraphe de cette Constitution nous défavorise, nous, parce que la Constitution, c'est pour nous les Congolais. Ce n'est pas pour les étrangers.
Si nous voyons que la constitution congolaise défavorise notre population congolaise, nous devons la changer. Okay. Nous ne la changeons pas pour donner l'opportunité à un homme politique de s'éterniser au pouvoir. Nous la changeons pour nous aider, nous, étant que peuple congolais. Et c'est le message que je vais lancer à tous les Congolais. Le temps me manquerait de pouvoir lire la Constitution avec vous et soulever les points que nous devons changer essentiellement. Mais nous devons savoir que si nous devons la changer, nous devons la changer en fonction du peuple congolais. Et si nous devons nous réunir autour de la table, autour d'un dialogue, comme ça a été fait en 2011 pour revoir la Constitution, nous devons le faire. OK. Et comment éviter les pièges politiques? Des hommes politiques qui viennent, pas seulement pour changer la politique, la Constitution, parce que si, comme vous avez dit, si nous pensons qu'il y a des choses qui ne nous profitent pas, nous, en tant que Congolais, il faut changer. Mais comment éviter les pièges des hommes politiques? Ils ne sont pas seulement malins. Quelquefois, ils sont aussi... Vous demandez à quelqu'un qui fait les sciences politiques, futur policier, de vous expliquer comment éviter les pièges. On demande au diable comment il faut éviter les pièges des démons. Mais bon, ce qui nous tue, ce qui tue la population congolaise, c'est l'information et la connaissance. Je pense que si nous devons... il faut aider la population congolaise à pouvoir, entre guillemets, échapper au piège des politiciens, c'est que nous devons faire de notre mieux que la population quitte l'ignorance. OK. Que la population quitte l'ignorance. On peut faire exemplement au simple. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Quand le président a lancé sa campagne de pouvoir changer la constitution. Arrêtez tout le monde au marché. OK. Poser question aux marché pour en ligne. Président a changé la constitution. OK. Est-ce qu'on va poser question? Alingi a changé nini et yosa contre nini. Alingi a changé kaka article 15 est là ici. Vous voyez quelqu'un qui sort, qui suit le mouvement de masse, qui est là à protester non au changement de la constitution, mais il ne sait pas, il ne connaît même pas la constitution de son pays. Pour attraper un maître à son propre jeu, il faut connaître ses techniques. Notamment, il faut connaître la constitution congolaise. Donc, vous pensez que c'est possible que tout Congolais connaisse ça? Mais c'est ce que nous devons faire. Tout chrétien doit connaître la parole. Mais ce n'est pas tout chrétien qui connaît la... Mais c'est pourquoi nous partons à l'église pour connaître la parole de Dieu afin de pouvoir nous perfectir. Avec beaucoup de confusion, chacun avec sa lecture. Il n'y a pas... Vous avez assisté, on ne va pas aller là-bas, mais non, il n'y a pas... Vous avez assisté au pasteur qui se battait. La parole n'a pas de confusion. La parole de Christ n'a pas de confusion. Je vais donner un exemple. Quand les apôtres sont en train de discuter, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, ils discutent sur le baptême d'eau. Pierre dit que le baptême, on ne peut pas baptiser les païens. L'apôtre Paul dit comment on peut refuser de baptiser quelqu'un d'eau, tandis que cette personne a déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Si vous lisez, c'est dans la parole de Dieu. Ce jour où on a débat et katanaki. C'est après que l'apôtre Pierre est revenu et a payé Paul raison. La parole, il n'y a pas de confusion. Parole est la vérité. Yonde sambela. Yebisa nzambe. Soki eza oyo liloba na yo, nandima yango. Soki eza yango te, ezala pe bongo. Par l'inspiration. Non. En fait, ceux qui te débat, ça devant mon sous. Voilà, tu as des heures. Tu as des heures. Oui. Tu vois? Mais la Monique Ben Azam, tu as inspiration. Donc, selon lui, l'inspiration est venue avant les écritures. Mais non, on a déjà. Ce n'est pas ce que moi je suis en train de dire. Tu vois? Ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons travailler, étant citoyens congolais, de connaître notre constitution. Ouais, très bien. La plupart des gens, les constitutions précédentes, on l'a changé. Et le peuple n'était pas au courant. Le peuple ne connaît même pas sa constitution. Nous devons connaître notre constitution. Nous devons connaître nos lois
afin que ceux qui moutumor aillent pour vouloir changer ça au détriment du peuple congolais, qu'on leur dise non, notre constitution dit ceci, notre constitution dit cela. Et c'est un travail des partis politiques. Des années, hein? Mais la construction des nations, ça ne se fait pas en 5 ans. Donc, pour vous, les changements de la Constitution peut nous prendre aussi même 20 ans avant qu'on change cette Constitution qu'on a aujourd'hui. C'est pas ça? Nous jugeons bon qu'il n'est pas important de la changer maintenant. Parce qu'on ne connaît pas encore. Non, explique-moi le terme. Si nous jugeons bon que ce n'est pas le bon moment, c'est pourquoi au départ j'ai parlé du peuple. Le peuple au biais de ses représentants qui font confiance. Très bien. Tu vois? Très bien. Nous donnons notre pouvoir de représentativité à des personnes. C'est pourquoi il faut déjà bien choisir pour que Moutoua Komakunate qu'il fasse autre chose que Marmotinda qui est. Et le travail des partis politiques, le travail des hommes politiques, je pense que la plupart des gens le font, c'est aussi éduquer politiquement la population congolaise. Très bien, Ben. Très, très bien. Nous ne pouvons pas finir sans pour autant parler de la sécurité, juste un peu. OK. Vous savez qu'il y a quelques jours, depuis qu'on a abattu, on a tué les soi-disant célèbres porte-parole de la rébellion AFC M23, Willy Ngoma. Et moi, ce que je veux savoir, selon Ben, est-ce que cela vraiment change la donne sur terrain, disons, au champ de bataille? Si vous me le la mort de Willy Ngoma. Si vous me le permettez, vous devez savoir que la guerre, c'est pas seulement les armes. OK. La guerre est aussi psychologique. Très bien. Il y a ce qu'on appelle, je l'ai eu récemment dans mon cours, dans un cours que j'ai eu, de decapitation strategy. OK. C'est quoi, en fait, si je peux te traduire, la stratégie de décapitation? C'est qu'est-ce qui est poursuivi? L'objectif est de neutraliser les visages phares ou clés d'un groupe armé. OK. Pour créer quoi? Premièrement, quand vous tuez une personne importante du camp adverse, qu'est-ce que ça cause dans vos militaires? Et Mati Bango moral. OK. Parce que pour un soldat, il faut comme on dit chez nous, il faut la morale moko d'acier. Ta psychologie doit être en forme. Le fait que nos militaires ou notre groupe armé ait abattu quelqu'un qui est porte-parole, ce n'est pas seulement lui-même qui est mort, il y a aussi l'autre Makenga. Oh, vous confirmez ici que Makenga aussi est mort? Je me permets de pouvoir le dire. Si c'est faux, je reviendrai pour corriger. OK. Si c'est faux, je reviendrai pour corriger. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Mais si c'est faux, je reviendrai pour corriger. Mais je vous informe que lui aussi a été tué. OK. C'était pas lui le colonel ou, je sais pas moi, leur chef. Il était général. Leur général de l'autre côté. Ouais. Et dans une guerre, lorsque vous arrivez non seulement à Kubamba Mbolomolo, mais vous tuez aussi des personnes qui sont des personnes clés comme de cette rébellion-là, ça change la donne. Okay. Ça ne veut pas dire que la guerre est finie. Mais ça motive, premièrement, les militaires. Ça leur donne confiance en soi. Et ça motive la population congolaise que nous avons entendu plusieurs fois ici qu'on nous a tués, on nous a tués. Vous avez vu que ça a suscité de la joie auprès de la population congolaise. Ils ne se sont pas réjouis parce qu'un homme est mort. Ils se sont réjouis parce qu'ils se sentent en sécurité et disent que notre armée est en train de faire quelque chose. Très bien. Je pense que si nous, Congolais, nous n'arrivons pas à dire que la mort des personnages clés de cette rébellion est un bon message pour nous, il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise qu'est-ce qui ne va pas. OK. Très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne veut pas dire que la guerre est finie. Mais ici, ça crée de l'assurance, ça crée ici de la motivation et on est sûr maintenant que nous avons une armée. Qui pouvait croire aujourd'hui, comme c'est France 24 qui le dit, nous avons attaqué ce groupe-là avec des drones. Quand le chef de l'État disait ici
que notre armée était dotée de drones. Qui le croyait? Personne. Personne. Là, vous avez la preuve. Là, par là, je me permets de le dire, vous voyez aussi l'implication du chef de l'État. Très bien. La reconstruction de notre armée. Est-ce que vous êtes au courant que pendant qu'on est en train... Ça s'est déjà fait où? Pendant qu'on est en train de faire une guerre, on est en train de former des militaires. Ça doit rassurer la population congolaise. Les hiboux. Je ne vais pas rentrer là-bas. Ça doit rassurer notre peuple que nos militaires sont aussi des hommes. Très bien. Très bien, vraiment. Ça n'arrête pas la guerre, mais c'est une avancée. Mais sur le plan diplomatique, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça ne va pas un peu handicaper les cessez-le-feu, la diplomatie et autre chose? Qu'est-ce qui se passe en Angola avec Joao Lorenzo? Ce sont des questions très sensibles, mais je vais le survoler. Ouais. Le président de la République était à Washington, mais Bukavu était tombé. Ça veut dire? On y avait laissé le feu, non? Mais de l'autre côté, notre adversaire n'a pas respecté ce cessez-le-feu. C'est ça la guerre. Vous devez savoir que le pouvoir de la démocratie ou le pouvoir de la diplomatie est détenu par les militaires. Okay. Une forte diplomatie doit avoir une armée puissante. Wow. Aujourd'hui, le président américain, quand il ne parle pas parce qu'il veut parler. Sa parole est prise en compte dans le monde parce qu'il peut démontrer ce qu'il dit par les militaires. Wow. La force du policier, la force du politicien, devrais-je dire, est détenue par la force du militaire. L'armée est la colonne vertébrale de la démocratie, de la diplomatie. Si vous n'avez pas une bonne armée, vous avez une diplomatie faible. Très bien. Et aujourd'hui, le président américain est en train de bombarder par-ci, par-là. Vous voyez, je pense que diplomatiquement, ça montre aussi aux yeux du monde que la République démocratique du Congo, que déjà par son histoire de la force publique et etc., nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Merci beaucoup, Toko Bunda, pour Mboka Nabiso. Maintenant, Ben, ma dernière question est de savoir si est-ce que Ben est pour ou contre les dialogues avant la fin de la guerre ou après la fin de la guerre. Donc, on finit d'abord avec la guerre et puis on peut faire les dialogues avec des vrais Congolais. Ou soit on peut les faire maintenant là et ça arrange tout le monde. Je ne vous donnerai pas ma réponse directement, mais je veux juste que vous expliquiez qu'est-ce qui se passe dans un dialogue. Ouais. Dans un dialogue, c'est celui qui se sent en position de force, qui vient imposer les règles du jeu. Très bien. Toi, tu ne vas pas aller dialoguer avec quelqu'un. Bon, dialoguer ni. Donc, mon cher, tika, déjà. Et là, on y OK. C'est pour dire que si nous devons aller au dialogue, il faut d'abord gagner la guerre. Il faut. Vous voyez, je ne prends pas de parti pour dire il faut qui sera au dialogue, qui sera sur la table, mais il faut retenir ce concept-là, que c'est celui qui se sent en position de faible, de force, qui instaure les règles du jeu. C'est celui qui se dit qu'il est fort, qui mène la danse lors du dialogue. Alors, peuple congolais, je ne vais pas répondre à cette question pour dire qui sera lors du dialogue, qui ne sera pas là, mais retenez seulement ça. Parce que c'est le peuple qui doit choisir. C'est le peuple qui doit choisir si on doit aller au dialogue ou pas. Mais retenez, peuple congolais, que c'est celui qui se sent en position de force qui instaure les règles du jeu dans un dialogue. Très bien. Voilà un peu. Très bien. Maintenant, Ben, pour finir, nous sommes à la fin de cette émission. Je veux savoir si vous avez d'autres idées ou soit vous avez un autre message au-delà de tout ce qu'on a dit. Je ne vais pas me répéter. Je ne vais pas si vous amener dans un terrain où vous vous répétez. Est-ce que vous avez quelque chose que peut-être on a oublié? Et puis, allez-y, vous pouvez avoir même 2 minutes à 3. Alors, le message que je porte pour que je peux apporter, disons, à la fin de cette émission, c'est de dire à tous les Congolais éparpillés dans le monde
qu'au-dessus de tout, au-dessus de notre appartenance politique, au-dessus des courants politiques, au-dessus des idéologies, nous avons une chose à protéger et à garder, c'est notre mère patrie, la République démocratique du Congo. Si nos ennemis disent à leurs enfants qu'une partie de la RDC leur appartient, nous devons dire à nos enfants que notre pays doit rester un et indivisible. La Bible dit, je me permets de le dire, montre l'enfant le chemin qu'il doit suivre pour que quand il va grandir, qu'il ne s'en détourne pas. Montrons et disons à nos enfants que ce pays que nous avons, nous ne devons pas les céder. Nous devons les instruire que notre pays est notre héritage et que personne n'a le droit de venir nous le ravir. Voici le message que je peux dire à la fin. Très bien. Les amis, je veux que vous me donnez peut-être un conseil d'amis. Moi, je suis pasteur et j'ai quelques idées. Je vais travailler avec Ben. Je voulais que vous me disiez si c'est facile de travailler avec ces jeunes. Ou bien déjà donc je me pose la question si vraiment ça sera facile de gérer un jeune comme ça dans un ministère. Comme il est là, il nous donnera encore la chance. Mon pasteur peut répondre, mon pasteur de l'église chrétienne Oasis, qui est l'extension de la parole du salut. Vous savez pourquoi vous avez même précisé? Oui, mon pasteur, c'est mon pasteur, je suis de la parole du salut. À Montréal ou il est où? À Montréal. À Montréal, ouais. Mon pasteur peut vous confirmer. Ici, vous ne priez pas dans une église? Ici à Vancouver? Je suis à cheval. Ah, vous êtes à cheval? Je suis à cheval et mon pasteur peut vous confirmer que je suis un fils à la maison. Très bien. Merci beaucoup. Ben, pour ceux-là qui voudront peut-être vous chercher à entrer en contact avec vous, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes sur YouTube? Comment vraiment atteindre Ben? Alors, c'est facile. Comme je dis, je suis sur les réseaux sociaux. Il y a mon compte Instagram de Preacher Ben Ebanda. Et mon compte YouTube de Preacher Ben Ebanda aussi. Je suis aussi sur TikTok avec le même nom. Et de l'autre côté, nous travaillons pour l'édification du corps du Christ. Et voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vraiment, c'était un plaisir d'avoir quelqu'un comme Ben. Parce que, vous savez, souvent nous invitons les gens et nous avons toujours besoin de voir quelqu'un qui s'exprime très, très bien et qui montre quand même que non, l'intelligence fonctionne. Et ici, on a eu quelqu'un. Moi-même, je me disais, bon, moi, je pense que ça s'est bien passé. Vous avez été content. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook. Cherchez aussi Ben. Quand il dit The Preacher, c'est en anglais. Vous connaissez comment on écrit The Preacher. The Preacher Ben Ebanda. Cherchez Ben. Parlez avec lui. Il est le président des jeunes Congolais qui sont ici au Canada. Donc, il a beaucoup de choses à donner. Cette émission, c'est juste une petite introduction. Merci beaucoup et nous allons nous retrouver dans la prochaine épisode. Merci beaucoup. Ciao.